on change un peu, on n'est plus dans quoi que aussi, il y a un grand milieu rural au Liban, il ne faut pas l'oublier, on pense à Beyrouth toujours, mais il y a d'autres raisons. C'est une conférence sur la situation au Liban. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir Richard Pharaon et Nicolas Chicani, qui sont présents aujourd'hui et qui viennent spécialement de Beyrouth. Nous les avons invités un peu pour qu'ils vous présentent la situation au Liban. Parce qu'au Liban, c'est vrai qu'en France, on en parle beaucoup, notamment depuis la catastrophe du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth, qui a certes été un événement dramatique et qui a marqué les esprits, mais ce dont on parle moins, et qui malheureusement touche tout le pays, tous les Libanais, c'est la catastrophe économique qui est celle de la vie quotidienne des Libanais. Nous discutions pendant le repas, il faut savoir par exemple qu'une partie de l'armée ou de la police libanaise est payée grâce à des dons de pays étrangers, parce qu'autrement leur salaire, quand on discutait avec les policiers, est aux alentours de 80 euros. Ils vous diront eux-mêmes la situation catastrophique dans laquelle se trouve le système bancaire. Et justement, c'est un peu le sujet de cette conférence. Imaginez tout simplement que demain, vous vous rendiez chez votre banquier, qu'on vous dit, écoutez, c'est très bien, votre livret d'épargne, votre livret populaire, votre compte courant, désormais, vous avez droit à combien par mois? 90 euros. Vous avez droit à retirer 90 euros par mois. Oui. Tu retires combien de gardes aussi. Et en plus, ils vous l'expliqueront bien mieux que moi. Et en plus, c'est, faut appeler les choses par leur nom, c'est une sorte de raquette, puisque si vous voulez retirer plus, ça peut aller jusqu'à des proportions de 80% de commission. 85%, pardon, vous voyez, 85% de commission. Ça ferait rêver mon banquier à la Société Générale, de commission. Et au-delà de la boutade, on est dans une situation où, dans l'indifférence quasi générale, je le dis quasi générale parce que la France devrait être quand même le premier compte tenu de nos liens, à alerter l'opinion mondiale, on laisse petit à petit ce pays sombrer. Pour finir mon introduction, je rappelle que c'est un pays qui, d'autre part, est extrêmement touché par les guerres environnantes et qu'aujourd'hui, si on le rapportait à la population française, imaginez qu'en France, on ait 22 millions de réfugiés politiques sur notre sol. J'ai dit 22 millions. En proportion, oui, c'est ce que supporte le Liban. Nous, quand on en a 200 ou 300, c'est un drame national, mais imaginez 22 millions sur le territoire. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, avec tout ce que cela peut supposer de désorganisation dans le système de santé, d'école. Au Liban, par exemple, les écoliers ont une cours à mi-temps, désormais, si j'ai bien compris, puisqu'il faut qu'un mi-temps pour les réfugiés, un mi-temps pour les locaux. Et en réalité, ce sera ma conclusion, on a l'impression d'un pays qui est très proche de la France et qui est en train de s'effondrer un peu dans l'indifférence générale. Voilà. Absolument. Ouais, absolument. Et le but de cette conférence, c'est simplement de vous faire toucher la réalité de ce que vivent les Libanais. Je vous rappelle que nous avons quand même des liens historiques avec le Liban et avec la Syrie, qui étaient les deux pays les plus proches de la France compte tenu de l'histoire. Et ce pays, sans bruit, est en train de s'enfoncer, de se vider de ses forces vives, parce que pour rester au Liban, quand on est jeune diplômé aujourd'hui, il faut vraiment avoir, j'allais dire, la patrie chevillée au cœur. Et je vous laisse la parole pour que vous nous disiez un peu comment on en est arrivé là et quelle est réellement la situation des Libanais. Voilà. Merci en tout cas une fois de plus d'être venu témoigner devant nous. Merci, monsieur le député. Mesdames et messieurs les députés, merci de nous recevoir au Parlement européen et un chaleureux merci à messieurs les députés Thierry Mariani et Jordan Bardella pour cette initiative. C'est un honneur de me retrouver devant vous pour pouvoir témoigner en tant que citoyen franco-libanais, mais aussi membre de plusieurs associations pour la défense des droits des déposants au Liban. Mon témoignage est un appel du cœur émanant du vécu quotidien par la majorité des Libanais. Mon témoignage est un appel du cœur émanant du vécu quotidien par la majorité des Libanais. Je suis là pour vous parler du braquage du siècle
le braquage du siècle, perpétré par les banques libanaises, la Banque du Liban et la classe politique qui ont envoyé le Liban à la 150e place parmi les pays les plus corrompus, sur une liste de 180 pays. Ce que subissent les déposants en particulier et le peuple libanais en général depuis 3 ans et demi, aucun peuple au monde ne l'a subi ou expérimenté. Je m'adresse également à vous, en tant que père de famille. Mon cas est représentatif de celui des centaines de milliers de personnes qui ont travaillé dur pendant plus de 40 ans et qui se retrouvent aujourd'hui avec presque rien. Avec presque rien. Incapables d'accéder aux fruits de dizaines d'années de labeur et de tout ce dont ils ont sacrifié durant des années pour leur retraite. Messieurs les députés, imaginez que vous êtes dans la même situation après 40 ans de travail sans retraite. J'ai fondé en 1987 la plus grande société de production au Liban et au Moyen-Orient et j'ai organisé les plus grands spectacles internationaux, le WE Group, surtout avec les artistes français et des spectacles de Suisse, de Belgique, d'Espagne et d'Angleterre. J'ai invité tous les grands artistes français et européens pour se produire dans le pays du Cèdre. Je cite Jean-Michel Jarre, le Ballet Béjart, Charles Aznavour, Michel Sardou, Starmania, José Carreras, Chantal Goya, Stomp, pour ne pas citer d'autres, des centaines. Le but était de faire revivre la culture dans un pays déchiré par la guerre civile de 1975 et qui a duré jusqu'à 1990. Que s'est-il passé? J'ai découvert d'un jour à l'autre, comme tous les déposants au Liban, que tant d'efforts pour faire vivre décemment ma famille, avec dignité, sont partis en l'air à cause de cette mafia qui a volé notre épargne. Une mafia composée des banques libanaises, de la classe politique libanaise corrompue, du gouverneur de la Banque du Liban suspecté de blanchiment d'argent en Allemagne, en Belgique, en France, au Luxembourg et bien d'autres pays. N'ayant plus accès à mes dépôts dans les banques libanaises, que ce soit des dépôts personnels ou professionnels, j'ai été interdit de poursuivre ma carrière, mon gagne-pain. Ainsi, je ne peux plus transférer de l'argent aux artistes que je souhaite produire au Liban, ce qui automatiquement a gelé mes activités. Et évidemment, j'ai déposé les clés de ma société sous la porte et me suis retrouvé sans travail et sans revenu. Mon cas est un cas parmi des centaines de milliers d'autres et tous les expats. Mesdames et messieurs, de quoi rêve un papa pour sa famille et ses enfants? Pouvoir leur assurer une protection médicale, une vie décente, la meilleure éducation possible pour leur avenir. Rien de tout cela n'est désormais possible avec la spoliation de notre épargne. En un mot, avec sang-froid et sans scrupule, ils nous ont interdit de continuer à vivre dignement. Même à vivre tout simplement, c'est comme couper l'oxygène à un malade. Ce qui s'est passé n'était pas par accident, c'était la conséquence d'un plan machiavélique. Même la Banque mondiale, dans son dernier rapport, a qualifié le problème d'un schéma de Ponzi scheme. Mon collègue, Dr Shikhani, va vous expliquer tout à l'heure comment cela s'est produit techniquement. Sous nos yeux et les vôtres se déroule un crime, un génocide économique, l'anéantissement de toute une population et de tout un pays.
On ne peut plus payer les écoles ni les universités de nos enfants, ni assurer les médicaments et les soins, ou accéder aux hôpitaux, payer les assurances, ou même continuer à se nourrir convenablement. Les malades de cancer ou de maladies chroniques meurent dans mon pays par manque de soins, de traitements et de moyens. La semaine passée, Amnesty International a dénoncé les pénuries de médicaments au Liban, et notamment ceux contre le cancer. Depuis 3 ans et demi, tout cela nous est interdit par les banques. Et leur décision illégale de suspendre les droits de leurs déposants libanais ou autres de disposer de leur propre argent. Aujourd'hui même, et depuis 10 jours, les banques sont en grève, prenant en otage près d'1 million de déposants. Ils font la pression pour faire passer lundi prochain une loi qui les amnistie de leurs méfaits. Aujourd'hui, les retraits bancaires sont limités à 90 € par mois. 90 € par mois. On doit tout payer avec 90 € par mois. On doit vivre, une famille doit vivre avec 90 € par mois. OK. Oui, je dis bien 90 € par mois pour toute une famille. Dans ces conditions, notre vie est devenue un combat quotidien de survie, un vrai cauchemar. Les Libanais sont devenus malades de syndrome de Stockholm généralisé. Pour vivre, ils dépendent de ces 90 € que leurs geôliers banquiers ont décidé de donner par mois à travers les distributeurs automatiques de billets. Et je crois maintenant même ils ont fermé les machines, les distributeurs automatiques. Près de 80% des Libanais vivent désormais sous le seuil de pauvreté selon l'ONU. 80%. Pour couronner le tout, le Liban, déjà meurtri par plusieurs décennies de guerre, d'attentats et de traumatismes, et dernièrement par la vague du Covid, a été frappé par l'explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020. Quatrième plus puissante explosion non nucléaire vécue au monde, qui a détruit des milliers de foyers, qui est toujours impunie et sans jugement à ce jour. Un traumatisme au-delà du bilan humain déjà très lourd. Une coupure radicale entre un passé désormais inaccessible et un présent où aucune vision d'anticipation de l'avenir n'est plus possible. Selon plusieurs NGO, le nombre de suicides au Liban a augmenté dramatiquement depuis 3 ans, surtout chez les jeunes de 18 à 34 ans. Nos adolescents semblent être les principales victimes des crises multiples au Liban. Ils se trouvent sous l'emprise d'une double menace, un processus identitaire en construction sur un terrain vulnérable dans un pays instable. Sans repère, ils se sentent perdus face à une autorité politique loin de représenter un référendum fiable. Je ne vois pas le bout du tunnel. Je n'arrive même plus à me projeter dans l'avenir. Je suis complètement perdu. Mon rêve est de partir de ce pays. Des phrases répétées par la majorité des Libanais, surtout par les jeunes, les médecins, les enseignants. Mesdames et messieurs, au Liban, non seulement il n'y a plus de secteur bancaire, mais aussi il n'y a plus de justice. Aucun procès intenté contre les banques n'a abouti. Je crois qu'il y a 50 000 ou 48 000 procès. Rien. Ni pour connaître la vérité du 4 août, ni pour connaître la vérité sur l'assassinat des hommes politiques ces 15 dernières années. Le Liban est pris en otage. Messieurs, dames, le Liban est pris en otage. Hormis, bien sûr, quelques courageux juges qui ont décidé de faire face. Il n'y a
plus de président de la République. D'ailleurs, 2 courageux députés ont décidé de faire face en faisant un sit-in au Parlement depuis 2 semaines pour demander l'élection d'un président de la République. Je salue Najat et Maître Khalaf, Najat Saliba, qui sont au Parlement. Oui, 24 heures sur 24, depuis un mois. Il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de secteur public ni d'infrastructure. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'université. Même l'éducation est en danger. Les professeurs quittent les universités et la liste est longue. Rappelons qu'en plus de tout cela, le Liban accueille environ 2 millions de réfugiés syriens et palestiniens, c'est-à-dire près de 50% de la population libanaise, avec toutes les conséquences et la pression démographique que cela comporte, et bien sûr la pression économique que coûte au pays entre 3 et 5 milliards de dollars par an. Mesdames et messieurs, le Liban naguère la Suisse de l'Orient est pays message, selon Saint Jean-Paul II, le Liban pays de l'ouverture culturelle, pays de la liberté et des droits de l'homme. Le Liban pays à la croisée des chemins entre l'Orient et l'Occident est simplement en voie de disparition. L'existence même du Liban est en danger. Après la destruction du port de Beyrouth, le président Emmanuel Macron s'est rendu immédiatement sur les lieux, 2 fois en l'espace d'1 mois. À un moment, on a cru voir renaître un grand espoir. Mais hélas, c'est notre déception qui a été si grande. Ces visites et ces actions n'ont servi qu'à renflouer et renforcer une classe politique corrompue, coupable et fautive. Pour le Liban, la communauté internationale devient ennemie lorsqu'elle n'intervient pas, et lorsqu'elle intervient mal, en recyclant à chaque fois une classe politique corrompue, tentaculaire, kleptocrate. Aujourd'hui, je m'adresse directement à votre honorable Assemblée. Le peuple libanais et surtout les déposants dans les banques libanaises, sont pris en otage par une classe politique corrompue et des partis politiques qui représentent le lobby bancaire mafiocratique. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour lancer un appel au secours. Aidez-nous à sauver le Liban, tant qu'il est encore temps. Aidez-nous à sauver le Liban. En résumé, je vous demande 1. Reconstituer le secteur économique et financier au Liban pour que les déposants puissent récupérer leur argent. Nous aider à négocier un accord équitable avec le FMI. 3. L'investigation sur ce qui s'est passé le 4 août sous tutelle de l'ONU. 4. De nous aider à rétablir l'état de droit et appliquer la Constitution pour élire un président. Pour cela, il sera utile que le Parlement européen puisse demander dans une résolution 3 points essentiels. Au niveau des citoyens, respecter leurs droits élémentaires et garantir par l'État libanais la restitution de leurs dépôts bancaires et de leurs droits de propriété. Au niveau judiciaire, établir l'état de droit. Inciter les magistrats honnêtes à accomplir leur mission de rendre justice en toute indépendance et sanctionner les magistrats corrompus et salariés des banques. Au niveau national, exiger de l'État libanais d'assumer la responsabilité de ses actes et de ses faits,
durant ces 2 décennies en supportant seuls les conséquences. Nous comptons sur l'Europe qui défend la démocratie et les droits de l'homme. Merci. Merci. Une petite vidéo, faisons la vidéo. Il y a une Merci. vidéo. Merci pour votre intervention. Je vais laisser le deuxième intervenant. Je dois dire qu'en plus, vous êtes banquier. Mais je crois que c'est intéressant qu'on comprenne comment on en est arrivé là. Parce que c'est quand même aussi... vous nous avez, avec beaucoup d'émotion, expliqué les conséquences. Mais pour mes collègues qui n'étaient pas avec nous lors de ce voyage, puisque c'était un déplacement qu'on a fait avec Jordan Bardella, avec Annika Bruna et avec Jean-Alain Lacapelle, c'est aussi comment on en est arrivé là et comment un pays qui était, il y a quelques années, un modèle dans la région, arrive aujourd'hui à être finalement au bord de la désagrégation dans l'indifférence quasi générale. On doit faire passer une petite vidéo. On fait passer une vidéo d'abord, voilà. d'accord. Oui, Ok. s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, Quelques minutes de vidéo. Quelques minutes. En fait, c'est un message, explique ce que vous avez. Oui, c'est Il dure combien de temps? 4 minutes, 4 minutes, quelque chose comme ça. 2 minutes. Mais il n'y a pas le son. Il n'y a pas de son. Ça arrive. Ça devrait. Le son là-bas en bas à gauche. Il est mis à fond. Non, non, ça c'est la PowerPoint. Il faudrait le fermer, le relancer pour voir, il y a peut-être un bug parce qu'il est resté trop longtemps. Et en le refermant, ça ferme le fichier. Ouais, je pense qu'il faut tout reprendre depuis le début. Moi, c'est la seule façon que je connais de faire l'intervention et après le film. M. Chapman fasse l'intervention. On peut le faire passer après. Oui. On va faire passer le film après, en espérant que Je d'ici pense que ça a là... marché, je pense que ça va marcher. Ah, ça a marché. Ça y est, on me dit que ça marcherait. France, Ah, ok. On essaye. on y va. Deuxième et dernière tentative. C'est bon, je pense que ça marche. Il faut essayer, juste cliquer sur... Il faut lancer la vidéo juste. Play. Il faut lancer la vidéo. Voilà. Ok. Bon, on va faire le deuxième intervenant, s'il vous plaît, parce que Voilà, on n'a pas le temps. je veux bien qu'on tente un dernier essai. On tentera. Arrêtez tout, on le remettra après en partant. On remettra à la fin. Voilà. Alors moi j'ai un petit PowerPoint. Je vais déjà commencer une petite présentation, puis je ferai signe à la demoiselle pour faire ces 4 slides que je vous explique en fait qu'est-ce qui s'est passé techniquement. Peut-être je vais me présenter. Je m'appelle Nicolas Chicani, je suis ingénieur de formation. J'ai étudié à l'INSEAD Business School à Paris, Fontainebleau, et je suis aussi, j'ai fait des études à Harvard aux États-Unis. Je suis banquier depuis 32 ans à peu près. J'ai travaillé un peu dans tous les pays du monde, à Singapour, Dubaï, Beyrouth, Londres, et mon dernier rôle était le directeur général d'une banque à Genève. J'ai tout quitté pour revenir au Liban, pour essayer un peu d'aider mon pays et proposer des solutions par rapport à mon expérience. Alors, mesdames et messieurs les députés, M. Mariani, bonjour. Avant tout, je voudrais vous remercier de nous donner cette opportunité de présenter la situation économique du Liban, vue par la société civile, non par les politiciens, et notamment du point de vue des déposants. Un peuple n'a qu'un seul ennemi dangereux, c'est son gouvernement, disait Saint-Just. Mais que vaut la confiance lorsqu'elle est partagée avec des hommes corrompus? Chers amis, la première des libertés, c'est la sécurité. La sécurité physique, la sécurité morale, la sécurité financière. Au Liban,
on a tout perdu, comme l'a expliqué mon collègue Richard. Plus d'argent, plus d'espoir, et une impunité sécuritaire soutenue par un secteur judiciaire paralysé, sur lequel il y a une mainmise politico-mafiocratique, afin d'éviter toute responsabilité, accountability, et éviter toute sanction rattachée aux fonctionnaires de l'État et à leurs partenaires financiers et politiques, sur des sujets de corruption et de malversation. Chers amis, avant de parler d'économie, je vous dis que la justice au Liban est en danger. Certains juges sont affiliés, d'autres menacés. Et bien sûr, une constitution bafouée. Imaginez que la constitution de chacun des pays en Europe soit bafouée. On n'arrive même plus à élire un président. Résultat, un blocage économique, financier, constitutionnel, institutionnel, mais surtout judiciaire, avec une mainmise par préméditation sur tous les secteurs pour anéantir et interdire la vérité. Au Liban, on interdit la vérité aujourd'hui. C'est très grave. Une omerta à la libanaise qui soutient légalement une destruction systémique de l'appareil judiciaire. Et pour couronner le tout, et sous l'excuse d'une réforme demandée par le FMI, finir, comme l'a dit mon collègue, sur un projet de loi de contrôle de capitaux qui vient avec 3 ans de retard et qui devra être voté ce lundi même, et qui n'est autre qu'une loi, dans son article 10, qui amnistie le secteur bancaire pour avoir lapidé, accrochez-vous bien, 140 milliards de dollars de dépôts. 140 milliards de dollars ont disparu, menant le pays et les déposants à une banqueroute totale. Aujourd'hui, 100 000 euros valent 12 000. C'est les 85% ou 88% de commission, de R4. Le labeur de toute une vie disparue. Sachant que durant les 3 dernières années, les banques ont traité de manière discriminatoire des déposants en permettant à leurs amis, entre guillemets, de faire sortir 12 à 15 milliards de dollars. Mais comment tout ceci a eu lieu? Comment? Alors je vais vous expliquer un peu comment, avec quelques petits slides. Je vais revenir en 2001. On peut mettre le premier slide, s'il vous plaît? Voilà. En 1955, comme vous pouvez le voir, le Liban était à peu près à la 9e place mondiale en PIB par capita. Okay? Il était... Vous voyez ça ou pas? Je sais pas. Oui. Oui, donc chaque Libanais qui naissait valait en gros, chaque jeune enfant, 10 000 $. Aujourd'hui, chaque jeune enfant qui naît a une dette de 20 000 $. C'est catastrophique. On est avec une dette au Liban. Le Liban, en 2020, a été placé 65e pays au monde. 65e pays au monde dans les valeurs, dans les pays de seconde catégorie, juste avant le Venezuela. Et je parle de 2020. On est en 2022. Le problème est pire. Entre la Zambie et le Venezuela. Exactement. Alors que le Liban était la Suisse du Moyen-Orient, comme vous avez pu l'entendre tous dans le passé, dans les années 60 et 70. Next, s'il vous plaît. Alors, quelques chiffres. Si vous regardez sur le tableau de gauche et si vous regardez le tableau de droite, ok, on va aller assez vite, vous voyez que l'inflation est passée de 6% à 171% en moins de 3 ans. Le chômage est passé de 11,5 à 30%. Le poverty rate à 40%, voire certains, on monte à 80%. Il n'y a pas de recensement exact. Alors le pire, c'est la dévaluation de la livre libanaise. 1 dollar valait 1500 livres aujourd'hui. Hier, il était à 69 000 et aujourd'hui même, il est à 72 000. Une dévaluation galopante, exponentielle jour par jour. Le gasoil valait 27 000. Aujourd'hui, il coûte 1 200 000. Les gens ne peuvent plus aller travailler. Ils n'ont plus d'argent. Le panier de la ménagère coûtait 68 000. Il coûte 3 millions aujourd'hui. 3 millions, c'est 2 fois le salaire d'un militaire chez nous. C'est catastrophique. Le militaire gagne 50 $ par mois. C'est-à-dire, le pays est ouvert à une insécurité latente qui risque d'exploser d'un jour à l'autre. Next. Le pouvoir d'achat a diminué de 10 fois.
Sur le côté financier, c'est encore pire. Sur le côté financier, la dette libanaise, en 2018, valait 75 milliards. C'est la dette d'un pays. Aujourd'hui, elle vaut 101 milliards. Le PIB est descendu de 54 milliards à près de 18 à 20 milliards. En 3 ans, imaginez le choc économique de valeur de destruction, value destruction, comme on dit en anglais. Il y avait 5 milliards de billets imprimés de livres libanaises sur le marché. Aujourd'hui, il y a 75 trilliards. C'est 15 à 20 fois plus de billets ont été imprimés. Etc., etc. Je m'arrête là, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout ça s'est passé? Il faut savoir que, si on peut passer au slide suivant, il y a eu un gigantesque schéma de Ponzi qui a été créé entre 3 entités. L'État, la Banque centrale et les banques. Ce n'est pas un schéma de Ponzi, comme on le connaît, vous rappelez l'histoire de Madoff, c'est un système de Ponzi, parce que le schéma est un endroit particulier. Le système, c'est entre 3 entités. La Banque centrale, les banques et l'État. En 2011, lorsqu'il y a eu la guerre en Syrie, la balance des paiements au Liban a tourné vers le négatif. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'exposition de la balance des services sur le pays syrien, sur la Syrie. Et bien sûr, nous avons eu 2 millions de réfugiés qui envoyaient 3 milliards de dollars par an vers leurs familles. C'est énorme. Okay? C'est énorme. On appelle ça en anglais bleeding of cash. C'est-à-dire, voilà, on saignait d'argent, de l'argent. Okay? C'est un saignement pur. Et suite à ça, la Banque centrale n'a pas pu faire face, en fait, à ce problème économique. Ils ont fait ce qu'on appelle, et vous avez peut-être entendu parler de ça, les ingénieries financières. Les fameuses ingénieries financières qui ont fait de notre gouverneur un des meilleurs gouverneurs au monde. Il a été élu le meilleur gouverneur au monde. Okay? Ces ingénieries financières étaient le méga Ponzi scheme qui puisse exister dans l'histoire de l'humanité. Ponzi system. Parce que la Banque centrale s'est entendue avec les banques et avec l'État d'augmenter les taux d'intérêt. Quand on augmente les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Les gens n'investissent plus dans les pays. Ils préfèrent le mettre dans la banque pour gagner de l'intérêt sans risque, et les sociétés ne peuvent plus emprunter parce que le coût de l'emprunt devient très élevé. Donc on tue l'économie automatiquement au prix de ramener des capitaux. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que quand les intérêts ont augmenté fortement, les déposants ont commencé à avoir peur. Et en fait, il y a eu une perte gigantesque de 20 milliards de dollars. Comment ça s'est passé? Regardez bien le schéma. Les déposants ont mis 98 milliards de dollars. Enfin, il y a toujours 98 milliards de dollars. Il y avait 140 en 2018 dans les banques. Les banques ont placé 72 milliards à la Banque centrale. Ils ont acheté des bons d'État, des eurobonds à l'État, et ils ont placé le reste dans l'économie libanaise, avec des prêts bancaires, des prêts de tout ce que vous voulez comme type de prêt. Le problème, c'est que les banques ont fait ce qu'on appelle, en anglais, un single borrower exposure. D'après les accords de Bâle, vous connaissez les standards de Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3 bancaires, une banque ne peut pas placer son argent à plus de 20% de son capital à un seul endroit. Or, ils ont placé ça en dollars à la Banque centrale. Ils ont placé 5 fois leur capital à la Banque centrale et 2 fois ou 3 fois leur capital avec l'État. Soudain, en 2019, l'État a fait faillite, a fait défaut sur ses eurobonds. La Banque centrale ne pouvait plus se faire payer par l'État parce que la Banque centrale, en fait, avec cet argent, a financé l'État. L'État a tout englouti et la Banque centrale a fait ce qu'on appelle des pertes non reconnues. C'est très vicieux. Techniquement et comptablement, c'est très vicieux. Ce sont des pertes cachées pour l'instant, mais reconnues comme inaccessibles, comme argent inaccessible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les banques ne pouvaient plus récupérer leur argent de la Banque centrale. Ainsi, les banques ne pouvaient plus payer les déposants leur argent. Mais ce n'est pas la faute de la Banque centrale uniquement, c'est la faute de l'État qui a dépensé cet argent en finançant l'électricité, 35 milliards de dollars d'électricité, sans électricité aujourd'hui. On a 1 heure d'électricité par jour au Liban, depuis 50 ans. C'est une catastrophe, c'est une guerre économique contre le pays. Imaginez, vous savez, au Parlement, aujourd'hui, il y a 2 députés qui font le sit-in
Vous savez que la nuit, ils n'ont pas d'électricité, ils ont froid. Ils ont froid. Imaginez qu'il n'y a pas d'électricité aujourd'hui ici. C'est catastrophique. L'État a financé aussi un soutien à tous les niveaux, lapidant à peu près 70 milliards de dollars. Et la Banque centrale a prêté à l'État, etc., etc. Et ainsi, le Ponzi scheme entre la Banque centrale et l'État a fait que 80% des 98 milliards de dollars ont disparu. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, que propose aujourd'hui le gouvernement comme solution? Sous couvert de c'est une demande du FMI, ce dont je doute très fort. Et je mets en doute cette proposition. Si on peut cliquer juste. Voilà. L'État propose que la Banque centrale fasse défaut sur les banques. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous dois 72 milliards de dollars, goodbye. Je ne vous paie plus d'argent. Tout simplement. Et on résout le problème libanais. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux choses. La première, toutes les banques vont faire faillite. La deuxième, tous les déposants vont faire faillite. 80% de l'argent va disparaître. On va détruire une économie, détruire la confiance dans un pays. La confiance. Quand on construit une économie, c'est trust and confidence. Confiance, confiance, confiance. Mais surtout, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'échapper à la accountability. Il n'y a plus de responsabilité. Le problème a été effacé. La Banque centrale l'a échappé et nos politiciens corrompus et la mafia a échappé aussi à toute justice. Alors, que faire? Que faire? On a deux choses à faire. Donc, je vais vous parler d'une solution économique rapide. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. La première, il faut une solution à deux volets. La première est politique, mais avec des aspects économiques, et la deuxième, financière et économique. Politique, il faut que l'État, qui est un président déjà, c'est très important, parce que l'État ne peut pas fonctionner sans président, on est tous d'accord. Et aujourd'hui, la classe politique mafiocratique est en train d'interdire ça, non constitutionnellement. Donc il faut un président. Et qu'il faut que le président, dès qu'il arrive, il fait tout pour rétablir l'électricité au pays. Un pays sans électricité ne peut pas avoir d'économie. Deuxième chose, c'est pas difficile d'avoir l'électricité, d'accord? Ça prend 1 an et demi pour construire une centrale. Deuxième chose, il faut contrôler les frontières. Aujourd'hui, nos frontières sont ouvertes à tout vent. Entre le port, l'aéroport, les frontières maritimes et les frontières physiques autour de nous. Aujourd'hui, l'État perd 2 à 3 milliards de dollars par an de manque à gagner sur tout ce qui est smuggling et tout ce qui est contrebande. 3 milliards de dollars. Troisième chose, il ne faut pas augmenter les taxes comme le propose le gouvernement. Dans une crise économique, on n'augmente pas les taxes. On améliore la collection des taxes. 50% du peuple libanais ne paye pas parce qu'ils sont protégés directement ou indirectement par leur parti politique ou autre. Troisième chose et dernière chose, il faut trouver un plan pour faire rentrer dignement nos amis syriens en Syrie. Pourquoi? Parce que ceci coûte au Liban à peu près 5 milliards de dollars. Si on fait ces 4 réformes politiques, uniquement 4 réformes politiques, on peut augmenter le PIB de près de 50% en moins de 2 ans. Le Liban est sauvé. Bien sûr, il faut faire des réformes aussi économiques. La première réforme, d'accord, c'est la stabilisation du taux de change. Aujourd'hui, la Banque centrale n'a pas une politique monétaire. La Banque centrale a des actions tactiques néfastes à l'économie. Pourquoi? À mon avis, c'est voulu. Ils veulent détruire la possibilité pour que le Liban puisse se mettre debout financièrement et économiquement. Les preuves sont que toutes les décisions qui ont été prises sur les 5 dernières années étaient fausses. Ce sont des décisions fausses. Un étudiant en première année d'économie vous dirait la même chose. Mais ils les ont prises. Deuxième chose, il faut restructurer la dette souveraine, surtout la dette extérieure. Très important, pour arriver à ce qu'on appelle la debt sustainability requise par le FMI. Troisième chose, il faut restructurer le secteur bancaire. Aujourd'hui, une économie ne peut pas croître sans un secteur bancaire.
Le secteur bancaire doit soutenir une croissance économique par ce qu'on appelle les prêts bancaires afin de garantir aux sociétés ce qu'on appelle un BFR, un besoin en fonds de roulement ou un Working Capital Requirement, comme on dit en anglais. Et ceci n'est pas fait. Enfin, cette restructuration du secteur bancaire doit se faire sur quelque chose qui a été inventé par la France en 1993. Et je vous ramène en arrière vers l'histoire de Bernard Tapie et du Crédit Lyonnais. À mon avis, beaucoup de gens connaissent l'histoire. En ce temps-là, le Crédit Lyonnais avait failli faire faillite, comme les banques libanaises, et les financiers ingénieux français ont créé ce qu'on appelle une société qui s'appelle le CDR, une société de défaisance dans laquelle ils ont migré les actifs douteux du Crédit Lyonnais pour permettre au Crédit Lyonnais de revivre et se reconstruire. Si on peut passer au slide suivant, c'est exactement ce qu'il faut faire au Liban. Il faut faire en fait le système de good bank, bad bank. Si vous regardez le schéma, à gauche, vous avez ce qu'on appelle avant la restructuration des banques, à droite, après la restructuration des banques. L'avantage, c'est quand vous mettez les actifs douteux, qui sont en fait les pertes potentielles à la Banque centrale, dans un système comme le CDR en France, ou comme l'a fait la banque UBS en Suisse en 2008, on n'a rien inventé, on est en train d'appliquer des choses qui marchent. D'accord ? Automatiquement, les banques libanaises peuvent, bien sûr, il y a une responsabilité, il y a une accountability à avoir entre-temps, mais les banques libanaises peuvent reprendre leurs activités et soutenir l'économie. Et à droite, on a ces actifs qui sont plus available, okay, qui sont en fait l'argent des déposants, qu'on doit reconstituer. Comment ? Grâce à la clause 113 du Code de monnaie et de crédit qui gouverne, en fait, heureusement qu'on a cette loi, qui gouverne en fait la Banque centrale. Aujourd'hui, la loi libanaise dit que si la Banque centrale fait faillite à un moment donné, ce qui est le cas, qu'il y a un déficit, l'État libanais doit reconstituer son capital. Okay ? Et c'est ainsi, l'État libanais reconstituant le capital de la Banque centrale, elle-même va reconstituer les actifs qui n'existent plus, qui eux-mêmes vont reconstituer les déposants. Ainsi de suite, exactement ce qui s'est passé au Crédit Lyonnais en 1993 et à UBS en 2008. Mais pourquoi on ne veut pas le faire ? Pourquoi ? Ça la question. Parce que on veut échapper à la responsabilité, à la accountability, à toute justice au Liban. On veut voler 140 milliards de dollars et échapper à la justice, et revoler encore le pays. Alors comment l'État va-t-il financer ? On va passer peut-être au slide suivant. Mademoiselle ? Voilà, merci. Okay. On va créer ce qu'on appelle 2 fonds souverains. Okay. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Il faut avoir étudié l'économie de plusieurs pays pour savoir faire que ça existe. On étudie la Suède, on étudie Singapour, on étudie l'Arabie Saoudite, le PIF, Temasek, le fonds suédois. Tous ont des fonds souverains pour gérer les biens de l'État, les améliorer et recréer du gain de ces biens de l'État. Aujourd'hui, l'électricité est en faillite, l'eau est en faillite, les télécoms sont en faillite, tout est en faillite au Liban. Alors qu'en 2018, les télécoms seuls, 2018 encore, faisaient 1,2 milliard de gains après taxes. C'est énorme. D'accord ? Et bien sûr, profiter du fonds qui est en fait celui du pétrole. Au Liban, on pense qu'on a du gaz. Comme vous savez, on a découvert une nappe qu'on appelle le Lévitan devant la côte libanaise. Et ça, il faut profiter, créer un fonds qui investirait ces biens en dehors du Liban et le retour de ces biens le réinvestirait dans le pays. C'est comme ça qu'on va pouvoir financer en fait l'État libanais, qui lui-même financera ses institutions, ses infrastructures, sa banque centrale et bien sûr ses PME, PMI pour recréer l'emploi et pousser l'export qui équilibrera la balance des paiements et améliorera le budget vers un budget positif. C'est ça ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, et bien sûr, à la fin, une fois qu'on a mis en place ce système, c'est très beau ce qu'on propose. Il faut juste une classe politique qui l'exécute, hein. Des parlementaires qui décident, parce que ce sont des solutions qu'on n'a pas inventées pour nous amuser ou embêter le monde. Ce sont des solutions qui existent, chers amis, inventées par les Français en premier. Et bien sûr, à la fin, on mettra la liquidité nécessaire pour relancer l'économie. Cet état de fait permettra de lancer le plan CEDRE. La France a mis en place le plan CEDRE il y a 4-5 ans, qui était un genre de plan Marshall. Vous vous rappelez, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall qui a sauvé l'Europe et incitera les institutions internationales telles que la Banque mondiale, l'AFD, le FMI, la BEI, la BERD et la SFI à se remettre au travail localement pour soutenir le gouvernement libanais et l'économie en créant la croissance avec une gouvernance très importante, optimale. C'est ce qui manque dans le pays.
Un tel plan, un tel élan positif accélérera le redressement et la prospérité, et surtout arrêtera la fuite des cerveaux, fera renaître la dignité, la joie et l'espoir. Alors qu'est-ce que je vous demande? Ce que je vous demande, en plus des 2 points ou 3 points évoqués par Richard, c'est de nous accompagner dans une solution économique, au travers d'une commission du Parlement européen, afin que notre voix soit mieux entendue pour un accord équitable avec le FMI, qui préserve le droit du déposant et qui crée la confiance dans un système économique afin de redémarrer la croissance. Ce n'est pas difficile. Si vous avez une commission économique, on serait très heureux de collaborer pour nous soutenir. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui ont fait le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire, disait Albert Einstein. Je voudrais donc vous remercier, car vous nous tendez la main aujourd'hui, car vous nous écoutez, car vous pouvez nous sauver. Merci. Il nous reste 20 minutes avant de rendre la salle. On essaie la vidéo. Après, on passera aux questions. Play. C'est vivant, c'est pas le son. Bon. Précisément. Je comprends qu'il n'est pas satisfait, mais c'est difficile de comprendre. Quoi. On va faire peut-être une dernière tentative. Peut-être on va ouvrir la place à des questions-réponses, et puis le temps que l'équipe technique puisse... Voilà. Qui est-ce qui se lance dans les questions? Philippe, vous voulez démarrer? Philippe Olivier, donc le député européen. Merci infiniment pour cette présentation. Je vais découvrir une réalité un peu tragique. Ma question est la suivante. Vous avez dit que la réponse est à toute la problématique est politique. Moi, je le crois. Je crois que ce n'est pas les acteurs de la société civile qui changent les choses, je crois que ce sont les politiques. Et en fait, en fin de votre intervention, vous nous présentez pratiquement un programme politique, à la fois un programme politique d'ailleurs et économique, qui est extrêmement séduisant. Mais pourquoi ne présentez-vous pas aux élections, faire valoir auprès des électeurs ce programme, pour le faire aboutir et le mettre en place? Parce que si vous faites confiance à la classe politique, vous n'êtes pas sorti. C'est exactement la situation dans laquelle on est en France. On a une classe politique que je ne qualifierai pas, mais que je n'apprécie pas. Et nous, notre souci, c'est de la remplacer. On est en train de la remplacer. Pourquoi ne le faites-vous pas? Parce que vous serez les meilleurs avocats de votre propre pays. Alors, c'est une excellente question. Déjà, avant de me présenter aux élections, puisque les prochaines élections sont dans 3 ans à peu près, ça sera trop tard. Donc, dans 3 ans, à mon avis, dans 1 an, il y aura... Ça sera irréversible. Dans 6 mois, peut-être. Parce qu'il n'y a plus de réserve financière à la Banque centrale. Il n'y a plus que 10 milliards de dollars pour tenir un pays. Et 10 milliards, c'est même pas 1 an de liquidité nécessaire. Donc ce qu'on a fait, bien sûr, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, et il faut évaluer ça, bien sûr, très sérieusement. Par contre, ce qu'on a fait entre-temps, on a fait un lobby avec les 128 députés libanais. On est passé et on leur a déposé une solution économique complète, d'accord, et près de 30% nous ont écoutés, nous ont rencontrés en one-to-one, et ils sont très intéressés. Donc les choses sont en train d'avancer. Okay, on va dire la force du bien et la force du mal. Et ça avance. Mais nous sommes aujourd'hui ici, et merci à M. Mariani et M. Mandela, parce que ça ne suffit pas, il faut aller plus vite. C'est pour ça qu'on vous demande une aide, on est demandé une aide, on n'est pas venu pour pleurer ici, on pleure dans notre pays. Moi je suis français, donc mon pays c'est la France aussi, donc je suis très heureux ici en fait, mais je pleure au Liban. Et on est là pour vous demander votre aide. L'idée est très bonne. Nous sommes en train d'évaluer, reprendre un peu un contrôle politique, mais c'est très très difficile. Les partis existants, comme vous le savez bien, si vous connaissez le Liban, sont très puissants. Aux dernières élections, uniquement 10% du Parlement a pu être changé, ce qui n'est rien. Oui. Pourquoi? Parce que les forces politiques ont créé des tensions
sectaire, confessionnel, 2 semaines avant les élections, ce qui a fait que ça a tendu en fait les pays. Chacun s'est retranché derrière ces barrières, comme on dit, et presque les mêmes ont été élus. 10% de changement, ce n'est pas suffisant. Il faut changer 30, 40, 50%. Donc, d'où le problème aujourd'hui. Donc, il y a un problème, grave problème politique, en fait, mafiocratique, détenu par une strate, en fait, qui a son argent en dehors du pays, qui s'en fout, et qui, on ne parle pas de tout le monde, il y a bien sûr des exceptions, mais la plupart, une grande majorité. Et ce qui fait que c'est très difficile le changement. Un soutien du Parlement européen serait très utile. Au moins, il sera une référence. On ne demande pas une ingérence. C'est une grande différence. Mais un soutien qui sera une référence, qui sera la bougie dans le tunnel. Attention, c'est là, il faut aller, c'est pas dans le tunnel. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Si je peux rajouter quelque chose, le système électoral n'a rien à voir avec notre système français. Nous, c'est 577 députés qui sont élus dans 577 circonscriptions, dans 577 combats électoraux, où tout peut arriver. Au Liban, c'est des circonscriptions, on a 2 Libanais dans nos assistants, c'est des circonscriptions où, par zone, vous élisez, vous me contredisez si je dis une bêtise, 3 sunnites, 2 chrétiens, un arménien, Ouais. etc. C'est des grandes zones où on respecte la diversité des confessions. Ce qui fait qu'en réalité, c'est quasiment toujours les mêmes. Parce que le système électoral fait que, eh bien, je dis n'importe quoi, les chiites s'entendent pour voter pour le candidat X arménien, qui votera pour les chiites. Et en réalité, le système est complètement bloqué. C'est-à-dire que, alors qu'il y a un mécontentement généralisé, dites-vous que 90% des députés ont été reconduits parce que le système est totalement figé. C'est comme, enfin voilà, on ne peut pas du tout comparer au système français, si tu veux. Le grand nettoyage, le mot est excessif, est complètement impossible avec le système électoral. Monsieur Manel, si je peux ajouter une chose, c'est que la loi électorale libanaise est une loi léonine taillée pour qu'il n'y ait pas de changement. Et ceux qui la changent, ce sont ceux qui l'ont voté. Donc nous sommes dans un système bloqué. Okay. Le changement a été fait vraiment à la force des baïonnettes, comme on dit, pas vraiment des baïonnettes, mais à la force des biceps, durant les dernières élections, mais ça n'a pas suffi. Et le Liban est en train de tomber de plus en plus dans le chaos total. Moi, ce dont j'ai peur, ce n'est pas uniquement la crise économique qui va détruire les déposants et rendre les gens pauvres, mais moi j'ai peur d'un problème sécuritaire, okay, qui pourrait s'embraser et déstabiliser toute la région et même être dangereux pour l'Europe s'il y a des soucis de migration, parce qu'il y a des millions qui peuvent migrer du jour au lendemain. Donc il faut faire attention. Okay, stabilité du pays, stabilité de la région, etc. Pour vous donner un seul exemple du blocage du système, le président du Parlement libanais, Nabi Berri, a 85 ans, mais surtout, il est élu depuis le 20 octobre 1992. Voilà. C'est-à-dire, depuis 31 ans, il est président du Parlement libanais. Bon, le seul avantage, c'est que quand vous retournez en voyage au Liban, vous voyez en général toujours les mêmes 5 ans après. Mais au-delà de la boutade, le système est complètement bloqué. Et le gouverneur de la Banque centrale, il est là depuis plus de 20 ans aussi, pour vous dire. Hein. Imaginez quelqu'un dans une société, la gouvernance d'une société ne permet pas à quelqu'un de rester plus de 3 à 4 ans dans le même poste. Des problèmes de corruption, de conflits d'intérêts, etc. Blablabla. Et voilà. Ça fait 20 ans qu'ils sont là. Jean-Alain Lacapelle, qui fut casque bleu au Liban, mais visiblement, tu n'as pas fait le boulot au niveau économique. Vas-y, tu as la parole. Non, mais vous avez dit, le mot-clé aussi, c'est la corruption. Parce que pendant quand même plusieurs années, on est responsable de ce qui se passe au Liban. On ne parle pas du Hezbollah, mais le Hezbollah possède du gouvernement aussi d'un point de blocage. Parce que si à chaque tentative de constitution du gouvernement, il faut les présenter, il faut en quelque sorte avoir la validation de titus de la part du Hezbollah, ça pose aussi un vrai problème, puisque le Hezbollah a toujours aussi essayé de verrouiller les ministères clés, comme le ministère de la Santé, comme le ministère des Finances, comme le ministère, bien sûr, des Finances, comme le ministère de la Communication, avec les points stratégiques qui ont été verrouillés par le Hezbollah. Il est évident que ça aussi, ça pose un problème, parce que finalement, la démocratie n'est pas préservée et
et il y a le pouvoir quand même très monopolisé ou mobilisé autour de ce point-là, et ça pose un problème. Alors moi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans votre plan de solution, dans votre plan de secours, vous avez un certain nombre de choses. Il faut que la famille, bien sûr, ait son mot à dire. Il faut que l'État prenne sa responsabilité, vous avez raison. Il faut que la communauté internationale, bien sûr, fasse quelque chose. Alors l'espoir qu'incarne Emmanuel Macron, je le reconnais moi. Son déplacement avec une bonne opportunité, très décevant, bien sûr, puisque 2 mois plus tard, il n'a pas tenu ses promesses. Mais il faut que le ministère prenne bien sûr sa responsabilité. On parle de qui est notre plus vieux frère, qui était un de nos plus grands alliés historiques. Depuis Saint-Louis, depuis le temps de Saint-Louis. Bien sûr, bien sûr. Et donc il a une petite poche énergétique qui a été trouvée aux frontières libanaises, et cet accord que vous avez signé avec Israël il y a quelques mois. Et il semble-t-il, moi je trouve, pour en avoir l'espoir aussi, pour générer des richesses supplémentaires, pour demain peut-être redonner un second souffle au Liban. Mais il y a du boulot, il faut qu'en effet qu'il y ait une communauté internationale qui prenne sa responsabilité là-dessus, plutôt que de faire le gendarme, ou de mal faire le gendarme dans cette région du monde. Je pense que là, il y aurait à sauvegarder et essayer de sauver les événements. Et avant que qui veut poser une question, pendant quelqu'un au fond, vous aurez la parole à Roxana. Simplement, vous êtes aussi victime, malheureusement, d'un contexte qui fait que dans ce Parlement, enfin, en Europe, soyons, et puis même l'actualité internationale, tout est polarisé sur un seul pays depuis le 24 février. C'est-à-dire qu'ici, on ne pense que à l'est de l'Ukraine, pas l'Ukraine, pour être clair plutôt. Et c'est moi ce que je déplore, c'est qu'on n'a plus aucune politique française étrangère indépendante qui fait qu'on rappellerait quand même que nos intérêts, quel que soit ce qu'on pense, l'intérêt de la France, c'est pas Donetsk ou Lugansk, c'est plutôt Beyrouth ou Rabat ou d'autres pays. Ça me fait penser à une citation d'une personne que j'aimais bien, mais qui aujourd'hui est un peu oubliée, qui est Marie-France Garot, qui disait « L'Union européenne nous amènera à mener des guerres qui ne sont pas les nôtres et à oublier les combats qu'on devrait mener, qui sont ceux de la France. » On est exactement dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on se laisse totalement inspirer par les préoccupations de nos amis polonais, baltes, etc., et qu'on se moque complètement, on se moque pas, on oublie complètement que l'intérêt de la France, que ce soit économique, historique, et aussi tourné vers la Méditerranée, alors qu'à l'heure actuelle, on regarde vers la Baltique. Voilà. Il y avait une question. Et peut-être il faut faire attention que le Liban ne soit pas vraiment une alerte pour la France. Qu'est-ce qui s'est passé au Liban pourrait se passer en France si ça continue dans 10, 15, 20 ans? Juste une petite question. J'ai une question un peu complémentaire. J'ai beaucoup d'amis libanais en France. Donc il y a une grande communauté libanaise qui vit très bien en France et qui était le Liban en 1975 ou beaucoup plus tard. Est-ce qu'il y a un circuit d'organisation parce que peut-être que aussi l'avenir, l'espoir aussi, il rentre dans quelque chose, que c'est eux l'avenir. Est-ce que vous avez là-dessus une structure qui est mise en place et des relations qui font qu'ils s'organisent quelque chose? Peut-être je vais laisser à Madame Moutin de la réponse. Oui. Madame Moutin. Bonjour, Elle vit moi, je suis française au Liban et je me bats aux côtés de mes amis parce que j'ai vécu pendant 20 ans au Liban. Et je me disais, pour répondre à vos questions, la diaspora est à l'image parfois aussi du Liban, c'est-à-dire elle est divisée. D'un côté, il y a beaucoup d'ego aussi, en disant moi je peux mener la chose, mais ils ne savent pas toujours très bien collaborer ensemble. Évidemment, les partis le savent. Et j'ai une question qui s'adresse à tous les parlementaires. Que pouvez-vous faire pour les biens mal acquis de ces corrompus? Parce qu'il y a eu un grand bas de combat quand il y a eu Poutine qui est arrivé en Ukraine avec les oligarques russes. Qu'est-ce qui empêche le Parlement européen de bloquer moi j'ai une liste de 40 noms à vous donner, il faut bloquer les fonds de ces gens-là et réinjecter cet argent dans l'économie libanaise. Et demain, le Liban est debout. Et c'est un truc très simple, en fait. Et c'est une volonté politique, parce que ça a été très très dérangeant de voir ça, que tout le monde s'est excité contre les oligarques russes, et rien n'a été fait face à des gens qui créent une corruption endémique depuis des lustres. Sauf que la loi sur les biens mal acquis, je vous rappelle, notamment, je parle pour la France, il faut qu'il y ait un jugement de justice, quoi.
c'est pas parce qu'une ONG ou je ne sais qui va faire une liste en disant Jean-Alain Lacapelle a mis 6 milliards de côté qu'on va forcément embastiller. Il faut qu'il y ait le peu de fois où ça s'est appliqué en France. De mémoire, c'est pour la famille Obiang en Guinée, Équato, et puis pour notre État africain que j'ai oublié, c'est parce qu'il y a une décision de justice. Or, le problème aujourd'hui, c'est que tous les gens qu'on a nommés ne sont jugés nulle part. Oui. Et pardonnez-moi, même si je suis favorable à ce que ces gens-là payent la note, il faut quand même, ça ne peut pas être des ONG ou des ONG qui disent, voilà, celui-là, il a piqué tant. Autrement, c'est un processus qui finit jamais où chacun va régler son compte. Donc on revient un peu sur ce qu'on disait au départ, à savoir sur le problème de la justice. Quand on a, avec Jean-Alain Annika, visité le ministère de la Justice, on était avec des juges qui nous expliquaient pareil, qu'ils avaient 80 € par mois et que par moment ils dormaient dans leur bureau pour faire des économies d'essence. C'est surréaliste, je veux dire, on ne peut pas s'imaginer. Et dernièrement, je trouve que c'est bien le tableau que vous avez montré, parce que Philippe Olivier nous dirait que les empires sont mortels, mais des nations peuvent aussi mourir. Voilà. Et qu'on oublie trop souvent que l'Argentine était devant nous avant la Deuxième Guerre mondiale, pardon, en termes de niveau de développement, et puis s'est effondrée à cause des crises économiques, que la Grèce était immortelle, et on a vu ce que c'était, et qu'en France, on se croit immortel en accumulant des dettes depuis 1974, et qu'un jour tout peut s'effondrer, le jour où une banque commencera à dire cette fois je veux l'argent tout de suite. Absolument. Voilà. C'est une anecdote, mais je rebondis sur ce que tu dis. Les magistrats, en effet, ont un salaire moyen de 80 € par mois. Bon. Et ceux qui sont en charge de procédures liées à l'explosion du port se sont, comme par enchantement, beaucoup enrichis. Donc, moi, la corruption, elle est partout. Juste un point que M. Mariani a soulevé. Effectivement, il faut une décision de justice pour qu'on puisse faire. Tout à fait, ça Le problème, c'est que la décision de justice peut commencer au Liban ou commencer à l'étranger. Il est plus facile qu'elle commence au Liban. Or, au Liban, il n'y a plus de justice, chers amis. Et c'est ça le grand danger. À mon avis, si vous pouvez nous aider à rétablir la justice, je ne sais pas qu'est-ce que vous proposez, mais il faudrait rétablir la justice. L'état de droit, l'état des institutions publiques doivent refonctionner. C'est un pays qui devient otage d'une mafia qui a pour but de saper la justice pour pouvoir exister. N'oubliez pas ce qui s'est passé en Italie il n'y a pas très longtemps. C'est exactement ce qui se passe au Liban, multiplié par 100. Voilà. Je veux ajouter une chose concernant la justice et les juges. Les juges, ils n'ont pas le droit de dire aujourd'hui, en 2023, la crise qui a commencé en 2019, ils n'ont pas le droit de dire notre salaire est de 80 ou 90 ou 100 $ par mois. C'est à cause d'eux. S'ils avaient bougé depuis 4 ans, la situation était différente. Ils n'ont rien fait. Ça fait 1 an qu'ils ont bloqué le ministère de la Justice. Ils n'ont rien fait. Avant aussi, ils n'ont rien fait. Ça fait 4 ans qu'ils ne font rien. Et ils attendent là. Ils disent oui, notre salaire aujourd'hui à 100 $, c'est à cause d'eux, bien sûr. Excusez-moi, moi, ma question, c'est on peut accabler les juges, on ne se défend pas, je pense qu'il doit y avoir des gens bien et puis des gens moins bien. Je pense que c'est une mouvement, c'est qu'il n'y a plus d'État. Oui, absolument. Il n'y a plus d'État. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de président. Dans un pays, il n'y a pas d'État, ça ne peut pas fonctionner. Alors on peut après essayer de trouver des responsabilités. La première des choses pour le Liban, c'est de rétablir l'État. Quand vous nous proposez d'aller rechercher de l'argent, et vous allez mettre de l'argent dans un puissant fonds, parce que si on ne règle pas les problèmes de fonds, si on ne règle pas les problèmes de la justice, les problèmes des finances, les problèmes de la régulation bancaire, etc., ça ne sert à rien de mettre tout l'argent. Mais... On veut, ça partira dans le trou. Donc la première des choses, c'est de rétablir l'État. Et je vais vous dire ça, je dis ça avec beaucoup d'humilité en tant que député français, parce que je pense que c'est le même problème que nous avons en France. Il faut rétablir l'État. Parce qu'un pays qui n'a pas d'État, c'est un pays qui est mort. Mais qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir réussir? Parce que c'est très difficile.
On n'arrive pas à trouver de solution. Mais qu'est-ce que vous faites en France? Qu'est-ce que vous proposez? On l'a faite, on l'a faite. Ils ont essayé de la faire. Je ne suis pas libanais et j'essaye de faire Non mais on a essayé de la faire pendant 2 ans. rétablir l'État en France. Non, mais c'est vrai que c'est la C'est très discussion bien. qu'on avait pendant le déjeuner. On va venir. Pendant le déjeuner, bon, on voit en France que... pardon, c'est la discussion qu'on avait pendant le déjeuner. Si en France on baissait du jour au lendemain le gouvernement de 5% le niveau de vie, il y aurait tout le monde dans la rue. Et tout serait bloqué. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi au Liban, je ne dis pas qu'il y a une sorte de résignation, mais pourquoi le peuple ne se révolte pas. Voilà. Après, c'est très facile de donner des leçons quand on est à l'étranger. Je dis ça avec beaucoup d'humilité. Et pour répondre à madame, au départ, quand Emmanuel Macron est allé au Liban, je pense que ça partait d'un bon sentiment, c'était de montrer la solidarité du peuple français. C'était bien d'y aller en premier. Après, comme très souvent chez Macron, le naturel revient au galop, il s'est mis à donner des leçons publiques à la classe politique, ce qui est très maladroit aussi. Personne n'aimerait qu'un étranger chef d'État vienne en France et explique qu'il faut que nos gouvernants changent. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas tellement la solution, parce que s'il n'y a pas de réforme totale, de révolution interne à votre milieu politique, c'est pas à nous on ne va pas remettre en protectorat. Excusez-moi, c'est une phrase un peu provocante, mais vous êtes un État souverain, indépendant, et on n'a pas à se mêler de votre justice, on n'a pas à se mêler de votre gouvernance. Le salut ne peut venir que de l'intérieur. Et je répète, vous tombez dans une période où malheureusement l'attention, et même l'attraction mondiale, j'ai envie de dire, est pas chez vous. Je veux dire, à un moment, tout le monde parlerait du Liban. Aujourd'hui, tout le monde parle de Bakhmout, où personne ne sait exactement où c'est, mais on a ça tous les soirs à la télé. Le Parlement européen peut aider, il peut hacker un protecteur sur des choses anormales. Il n'a pas de pouvoir d'influence directe. Mais c'est essentiel ce que vous venez de dire, il n'y a aucun souci. Braquons ce projecteur. Et bien sûr, le rôle du Parlement n'est pas d'intervenir ni de rentrer en ingérence dans un autre pays. Par contre, braquons ce projecteur pour montrer que ça, c'est la vérité. Au moins, les gens qui font le combat sur le terrain, il y en a plein. Il y a des gens très bien, des gens exceptionnels. Il y a des jeunes pleins d'espoir encore, qui sont là, qui veulent changer le pays, qui veulent reconstruire. Par contre, ils n'ont pas cette boussole. Si le Parlement européen peut jouer ce rôle de cette boussole dont vous parlez, ce projecteur, avec une résolution ou quelque chose, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'il y a chez vous, ça serait magnifique. La direction, qu'on puisse s'accrocher dessus, et nous, on fait le combat sur le terrain. Il nous reste 8 minutes. Monsieur Charles de Meyer, et après, Roxana, je crois que vous voulez poser une question. Alors, Thierry Mariani a essayé de présenter un rapport sur l'utilisation des subventions européennes au Liban. Je voudrais vous dire qu'à l'unanimité, les députés présents ont voté contre ce rapport puisqu'ils posaient les questions. Ce qu'on veut vous dire, c'est que des interventions du Parlement européen pour mettre la lumière sur des sujets, comme vous le dites, il y en a eu plusieurs depuis 2019. Et le point délicat pour le Parlement européen, je crois, c'est de réussir à comprendre la réalité de notre situation. La réalité de cette situation, elle est que quand on est avec Thierry Mariani en voyage au Liban, tous les représentants politiques, ministres ou élus que nous voyons assument le fait que la vie politique libanaise soit corrompue. Du Premier ministre au ministre de telle ou telle autre fonction, il y a toujours le fait que le système politique est corrompu, sauf soi-même, Oui, voilà. évidemment. Oui. Dans les institutions, c'est pareil. Les juges trouvent que les policiers sont corrompus, qui trouvent que les banquiers Et le contraire. sont corrompus, etc. Et à la fin, ça nous amène à une question que je crois qu'il faut poser, qu'on n'a pas envie de poser, mais qui est quand même réelle. On parlait, et donc je voyais mes collègues libanais réagir en disant mais la révolution on l'a faite. Il y a aussi eu des gens qui étaient plutôt partisans d'une contre-révolution à ces moments-là et qui sont arrivés pour casser les gueules des manifestants au même moment. Si bien que ce qu'on a tendance à voir en Occident à point comme question, c'est est-ce qu'il y a un avenir même à la nation libanaise? Parce qu'aujourd'hui, le projet du Liban, il est encore viable. Et je suis un grand ami de votre pays dans lequel je vais très souvent.
Ça me fait bien de dire ça, mais aujourd'hui, chez les gens que nous croisons, quand ils ne prennent pas de précautions oratoires, la question sous-jacente, c'est celle-ci. En fait, vous avez raison sur la première partie et celle du milieu, mais à la fin, la dernière partie, je ne suis pas d'accord. Bien sûr qu'il faut que le Liban existe, parce que le Liban, d'après Jean-Paul II, est un pays message. Ce que vous vivez en France, en Europe et dans chaque pays est un mélange multiculturel de religions, de confessions. Si vous n'arrivez pas à les gérer, vous serez comme le Liban plus tard. Prenez ça comme exemple, sauvez le Liban pour sauver vos pays. C'est très important. Annika, il y avait Annika. Annika, je permets que je fasse passer Madame la députée avant toi. Annika. J'ai eu l'avantage de vous rencontrer sur rendez-vous et de réaliser comme conscience du travail que vous allez avoir à travers Paris, de découvrir du ministère. Et justement, je réfléchissais en même temps que vous parliez justement sur la façon dont vous les aider, puisque c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je me penchais vers Jean-Paul pour lui demander, pour mettre la lumière sur votre problème, si on pouvait, via une question orale du Parlement, évoquer ce problème. C'est Jean-Paul qui peut peut-être dire un peu plus. Oui, il y a toujours la possibilité au Parlement de étudier, parce qu'ici les procédures sont quand même très complexes. Et on a malheureusement très peu de temps de parole. C'est un luxe quand on a 2 minutes pour s'exprimer. Vous voyez, la démocratie est à géométrie variable, même ici. Mais il y a toujours possibilité à un moment donné de s'exprimer, de faire un rappel au règlement, d'appeler l'attention sur la situation libanaise. C'est tout à fait envisageable. C'est quelque chose qu'on peut avoir déjà. On peut en discuter entre nous et déjà marquer, excusez-moi le militaire, marquer le coup par rapport à ça. Voilà, parce que effectivement, il y a d'autres pays, dont le Liban bien sûr, et surtout, qui sont dans les difficultés que vous évoquez. Donc oui, puis c'est à nous, je dirais, à la limite aussi, c'est à nous de faire. Voilà. Merci. Comme l'a dit Charles, on l'a fait à la Commission des Affaires étrangères, je dois dire que ça n'intéressait que les Français, malheureusement. Voilà. Roxana. Oui, bonsoir, merci de nous donner la parole. En fait, avec le temps, merci pour cet exposé qui explique maintenant quand même. Mais je me pose la question, si un jour on pourra éventuellement le pays, c'est-à-dire le personnel au Parlement européen, ce serait d'une seule manière, en posant une autre question, quel type de gouvernement souhaitez-vous exactement avoir? Parce que c'est très difficile, d'une part, et il y a certains points qui ont été touchés ce soir, c'est-à-dire l'état de droit, l'économie, la finance. Mais quel type de gouvernement précisément souhaitez-vous avoir à rêver? Et deuxième chose, dans ce gouvernement, quel type de relation allez-vous entretenir avec, par exemple, la Syrie et Israël? Merci. Ce sera la question finale, avant de laisser la dernière chance à la vidéo. Déjà, quel type de gouvernement il faut qu'on ait, je ne pense pas que ce soit la bonne question. Un gouvernement est un gouvernement, comme dans tous les pays du monde, il est exécutif, il doit exécuter la stratégie et les directives du président, et il doit exécuter les lois pour la croissance économique, financière et culturelle, etc. du pays. Ce qu'il faut, je pense, c'est quelle justice on a besoin. Imaginez un jour qu'il n'y a pas de justice en France, ou en Belgique, ou en Suisse. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de papier pour que le juge puisse écrire son jugement. Vous imaginez que les gens qui font les personnes qui font fonctionner les palais de justice soient en grève tous les jours. Il n'y a pas d'électricité. Que serait-ce un pays européen sans justice? C'est une catastrophe. C'est un chaos total, social, économique, sécuritaire. Déjà avec une justice très forte, avec une police très forte, avec une armée très forte, très souvent il y a manifestations très violentes, des voitures brûlées, des quartiers entiers dans des capitales qui sont brûlés. C'est catastrophique. On n'a pas de justice. Donc si on demande une première chose, c'est la justice. Moi je demanderai votre aide pour constituer une justice solide au Liban. Okay? Que ce soit une aide technique, que ce soit une aide de formation, que ce soit un soutien spécifique de direction, de recommandation. Okay? La justice est fondamentale. Une fois qu'on crée la justice, on peut créer une économie. Imaginez demain une société française comme Total qui va venir investir au Liban pour extraire du pétrole.
qu'il n'y a pas de justice, qu'il y a un problème. Que ferait Total? Impossible, personne ne viendrait investir. Okay, donc première chose, la justice. Quant aux relations avec les autres pays, écoute, ce sont des pays voisins, il faut toujours faire de la diplomatie et s'assurer que le meilleur arrive toujours pour les deux pays. Voilà, merci. Bien, écoutez, merci à nos deux intervenants d'être venus du Liban. On veut simplement vous dire ici que vous avez des amis qui, avec nos moyens qui ne sont pas énormes au Parlement européen, essayons de faire entendre un peu la voix de votre pays. Voilà. Vous l'avez dit vous-même, on ne voudrait pas que vous représentiez le futur de la France. Et quand on voit l'évolution du Liban, à la fois sous le poids des réfugiés, sous le poids de la crise économique, on se dit toujours que ce qui arrive aux autres aujourd'hui peut arriver chez nous demain. On n'est pas là, c'est vrai. Mais simplement aujourd'hui, ce qu'on voudrait faire passer comme message à nos collègues du Parlement européen, c'est qu'au-delà de la crise européenne qu'on connaît, qui est bien plus dramatique, puisque malheureusement, là, il y a des milliers de vies humaines qui se perdent, on ne connaît pas les chiffres, mais probablement tous les mois, on ne voudrait pas qu'on oublie un pays comme le vôtre, et qu'en tout cas, s'il n'est encore pas trop tard, on se réveille qu'une fois qu'il soit trop tard. Voilà, sachez que vous avez, avec les députés qui sont présents, qui sont en quasi-totalité issus du Rassemblement national des soutiens, quel que soit votre parti politique au Liban, parce qu'on considère simplement qu'on a une communauté d'histoire, qu'on a des proximités depuis plusieurs siècles, et que, au-delà de la diversité religieuse, vous l'avez dit, le Liban, c'est aussi un modèle qu'il faudrait essayer de sauver, et en tout cas, sachez qu'on fera le maximum pour ça, en sachant que cette mission est difficile, mais c'est vrai que si je devais faire une conclusion, au-delà, on a beaucoup parlé du pouvoir politique, mais restaurer l'économie d'un pays, ça commence effectivement, je ne dis pas ça pour faire plaisir à notre président de groupe, qui fait partie de cette honorable corporation, ça consiste aussi d'abord à remettre en place une justice pour qu'il y ait une confiance et que les choses reviennent. Voilà, bon courage, et on continue à suivre et on continue à être à votre disposition si on peut aider. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on a vraiment des amis en Europe aujourd'hui, grâce à vous. Merci. Merci. Merci.